D'abord, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire organisé par la cellule de crise cybersécurité du DNDF. L'objectif le sujet de notre réunion, c'est anticiper et faire face aux cyberattaques en Guadeloupe. Alors, première chose, la session est enregistrée. Donc, voilà, vous pourrez la revoir ultérieurement avec le lien qui vous sera partagé par coding. Alors, BIOD, cloud, mobilité, télétravail, objets connectés sont certainement des mots que vous avez entendus ces dernières années. Toutes ces nouveautés ont fait bouger les frontières de l'entreprise, passant du physique au virtuel. Protéger son informatique, ce n'est plus protéger une machine cloisonnée entre quatre murs. On parle de système d'information, on parle de connectivité, de big data. Toutes les données sont partout et circulent vite dans un écosystème interconnecté et administré par des équipes en interne ou par des prestataires. En 2018, l'Europe a pris un virage sur ces sujets avec d'une part l'entrée en vigueur du RGPD et l'obligation légale pour les entreprises de sécurité de traitement de données à caractère personnel, et d'autre part la mise en œuvre de la directive NIS, Network and Information Security, qui a été transposée dans la loi française par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, pour protéger les organismes d'importance vitale et aussi les opérateurs de services essentiels. Parallèlement à l'évolution de ce cadre législatif, la cybercriminalité s'est développée énormément ces dernières années, notamment en 2020, en lien avec la crise sanitaire et les mesures qui lui sont associées. L'ANSSI parle d'une explosion des attaques en 2020, avec 4 fois plus de cas qui ont été remontés par rapport à 2019. Le marché de la data sur le dark web est fructueux et votre compromission a un prix. Face à ce phénomène, la menace, le message de l'ANSSI, il est clair. La première étape, c'est l'autoprotection. Protégez-vous. Et donc, les questions se posent. Quel est le niveau de maturité de nos entreprises en Guadeloupe face à ces mutations constantes? Quelles menaces pèsent sur nos entreprises et quels sont les moyens à notre disposition pour protéger nos systèmes d'information? Avec nous, pour en parler, le commandant Gauthier et l'adjudant Guillaume Vigneault, qui vous présenteront l'état de la menace et aussi les mesures que vous pouvez déjà mettre en œuvre pour vous protéger. Et nous aurons ensuite un témoignage de Guillaume Viviès et Olivier Cotarel qui partageront leur expérience sur une cyberattaque qu'ils ont vécue en fin d'année 2020. Et donc moi, Jean-Michel Pater, je vous accompagne durant cette session. Je vous laisse la main. Monsieur Pater, merci pour cette introduction. Donc, je suis le commandant Gauthier, je suis affecté à la section de recherche de Pointe-à-Pitre, donc qui est une unité spécialisée en police judiciaire en Guadeloupe et notamment plus particulièrement chargée de la lutte contre la cybercriminalité à travers l'enquêteur NTech, donc Guillaume Vigneault, qui prendra la parole juste après moi. Vous nous permettrez, pour ceux qui nous voient à l'écran, de ne pas paraître masqués. On respecte les consignes sanitaires parce qu'on a la chance d'avoir une salle qui est très grande, ce qui nous permet aussi, en termes d'élocution, d'avoir des propos plus fluides. Moi, je commencerai d'abord par le rôle de la gendarmerie qui est, je pense, vous l'avez constaté, prégnant depuis le Covid. Puisqu'on a constaté, et c'était dit dans les propos liminaires, une explosion du numérique, que ce soit en Guadeloupe ou en métropole, et donc une explosion du télétravail, du recours aux dispositifs connectés. Force était de constater que le nombre d'attaques a évolué, et rapidement, la gendarmerie a souhaité mettre en place une structure qui s'est organisée sur un maillage territorial, donc à la fois sur les enquêteurs NTech, mais aussi sur un réseau composé de primo-intervenants spécialisés en lutte contre la cybercriminalité, pour prévenir et agir face à cette nouvelle menace. Depuis la fin de l'année, la gendarmerie a également mis en place un dispositif qu'on appelle le dispositif Présence, qui a vocation à intervenir au profit des entreprises
donc quelle que soit leur taille et leur fonction, pour lutter contre la cybersécurité et notamment mettre en place des mesures de prévention, de protection à destination des entreprises TPE, PME, PMI, etc. Ce dispositif est déjà mis en place en Guadeloupe. On pourra le détailler plus tard si vous le souhaitez. L'année 2020 a été marquée effectivement par une hausse des attaques informatiques, notamment à destination des entreprises. C'est compliqué d'avoir un bilan chiffré des attaques, puisque tout n'est pas remonté. Vous verrez que déjà les attaques sont multiples, elles sont variées. L'adjudant Vigneault fera un détail de ce à quoi vous pouvez être confronté. Mais il est clair qu'en 2020, on a eu une recrudescence des faits, que ce soit dans l'Hexagone ou en Guadeloupe. Donc je vous disais, les chiffres sont compliqués à établir. Si on se base sur le dispositif de la plateforme Pharos, par exemple, qui est la plateforme de signalement des contenus illicites de l'Internet, on a environ 200 000 faits qui sont remontés sur 2020 de faits de cybercriminalité. Donc on englobe l'ensemble des faits de cybercriminalité. Je ne dis pas que ça concerne les entreprises, ça concerne les particuliers, ça concerne les escroqueries, l'incitation à la haine sur Internet, l'apologie du terrorisme, etc. Mais ce qu'on constate, ce qui est important dans ces chiffres, c'est quelque chose de croissant chaque année. Ce qui, en revanche, est plus important pour nous et pour vous, entrepreneurs, c'est que l'année dernière, on a 50% des entreprises françaises qui ont été victimes d'attaques informatiques. Sur ces 50% d'entreprises qui ont été victimes, on a 3/4 des attaques qui ont réussi, qui ont abouti. Donc que ça soit du ransomware, que ça soit du crypto-locage, etc. Donc ça, on reviendra un petit peu dans les détails tout à l'heure. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que sur ces 3/4 d'attaques qu'on réussit, on a pu dans plus de 50% des cas, remédier à la problématique grâce à la sauvegarde en fait des données des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important et on reviendra là-dessus à travers, grâce à l'adjudant Vigneault. Dans mes propos introductifs, parce que je vais ensuite laisser la parole à l'expert qui est autour de la table, je voudrais juste revenir un petit peu sur les chiffres de la Guadeloupe. L'année dernière, ce sont, dans les services de police, 530 faits qui nous ont été remontés en lien direct avec 530 plaintes déposées en lien direct avec la cybercriminalité, particuliers et entreprises confondues. Sur ces 530 faits, on a plus des 3/4 qui sont des faits d'escroquerie. Et alors, on ne peut pas faire la part de ce qui est au préjudice des particuliers, au préjudice des entreprises, néanmoins, c'est quelque chose qui grandit chaque année. Et je crois qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, on ne peut pas se passer de ça et on est obligé de prendre en compte ce phénomène qui grandit, et au même titre que sur l'ensemble du territoire, qui ne va ne faire que croître. Donc, il faut mettre en place des mesures de prévention, de protection. Il faut agir à votre niveau. Il faut que l'État agisse également à son niveau. Ça, c'est notre rôle à nous. Mais je dirais qu'une grosse partie du travail sera déjà fait si, à votre niveau à vous, vous prenez les mesures de précaution et de prévention pour lutter contre ce phénomène. Parce que ce qu'on constate vraiment en Guadeloupe, c'est qu'il y a un niveau dans les entreprises qui est particulièrement disparate. On a, dans nos victimes, on a des très grandes entreprises, des très grandes sociétés, on a des très grands établissements bancaires, de santé, etc. On a des jeunes entrepreneurs, on a des petits artisans. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas la connaissance de la matière cyber et pas la connaissance du risque lié à la cybercriminalité. Et là, il est important aujourd'hui de s'appuyer sur un réseau de connaisseurs et un réseau de techniciens, déjà pour mettre en place les mesures de prévention et de protection. Je vais maintenant laisser la parole à l'adjudant Vigneault qui va faire un détail plus précis des risques auxquels vous êtes confrontés, et on se tient à vos dispositions pour répondre aux questions qui viendraient au fur et à mesure de cette conférence. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme l'a rappelé le commandant, voilà, le rôle un peu du webinaire qu'on organise ce soir, c'est de donner des premières bonnes pratiques. Alors, je tiens tout de suite à comment dirais-je, à avertir tout le monde que le niveau, je veux dire technique que je vais aborder ce soir sera pour certains peut-être un peu faible, mais voilà, moi, ça fait plus de 10 ans que j'exerce dans ce domaine et j'ai constaté que bien souvent
les gestes les plus élémentaires n'étaient pas réalisés au sein des entreprises et que c'était bien par cela que l'attaque avait eu lieu. Donc, je vais rester assez basique et je vais quand même essayer de balayer un petit peu tous les risques cyber auxquels vous pouvez être confrontés. Alors, je voulais aussi rappeler quelque chose. Par mon expérience, je suis persuadé et intimement convaincu que la lutte contre la cybercriminalité passe en grande partie par la prévention. Malheureusement, une fois que l'attaque a eu lieu, il est bien souvent trop tard. Alors, bien sûr, il y a des professionnels qui vont vous aider à rétablir votre système d'information, mais croyez-le bien, la meilleure protection reste la prévention et ne jamais être attaqué. Je suis d'accord avec vous, le risque zéro n'existe pas, mais croyez bien qu'en respectant quelques règles élémentaires, vous pouvez déjà faire beaucoup pour votre entreprise. Voilà, donc je vais commencer dans un premier temps par vous détailler les principales menaces qui pèsent sur vos entreprises aujourd'hui. Donc il y en a bien d'autres, mais je vais rester sur celles qu'on rencontre le plus fréquemment. On va parler principalement de tout ce qui est ransomware. On va ensuite voir toutes les attaques par webmail qu'on appelle phishing. Nous verrons ensuite comment des cybercriminels peuvent être amenés à vous voler des données et quelles sont les conséquences pour votre entreprise. Nous pourrons aborder ensuite une autre forme d'attaque qui est un petit peu moins répandue, qui s'appelle les attaques en déni de services distribués. Et enfin, nous verrons les faux services techniques. Donc ça, c'est voilà, un petit panel des attaques que vous pouvez rencontrer. Ensuite, nous allons parler plutôt de la réponse, de la réaction. Donc, nous verrons d'abord quelques bonnes pratiques. Alors, des bonnes pratiques assez généralistes. Puis après, des pratiques plus ciblées sur le nomadisme, c'est-à-dire tout ce qui est mobilité, télétravail, téléphone portable. Ensuite, nous verrons un petit peu comment, à votre niveau, vous pouvez faire une analyse de votre système d'information pour voir quelles sont les faiblesses, quels sont les éléments vraiment à inspecter et à protéger. Et enfin, nous ferons un petit briefing sur quels sont les actes réflexes à aborder si jamais, par malheur, une attaque survenait quand même. Alors, concernant les chiffres ont été énoncés, mais globalement, les attaques que vous risquez le plus fréquemment de rencontrer au niveau de votre entreprise, ça va être principalement de l'hameçonnage, du phishing par webmail. Donc, je vais expliquer après en détail ce que c'est. Vous allez avoir aussi du piratage de compte, voilà, du vol d'identifiant, qui permettront à des pirates en fait, de pouvoir accéder à vos données confidentielles. Ensuite, vous avez principalement tout ce qui est spam, c'est-à-dire des emails qui vont polluer votre système, qui vont vous faire perdre du temps. Donc, c'est pas franchement ce qui est très rare en soi, mais bon, ça peut quand même avoir des répercussions économiques. Après, vous avez les virus et enfin, le phénomène du moment sur lequel je vais vraiment axer ma présentation, c'est tout ce qui est ransomware, rançon logiciel. Parce que pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus dramatique pour une entreprise. Alors, du coup, je vais commencer par les ransomware. Alors, le ransomware, c'est quoi? Ransomware, c'est une attaque informatique qui va avoir pour effet de pénétrer dans le système informatique de votre entreprise un virus, un logiciel malveillant. Donc, il peut arriver par plusieurs vecteurs différents. Ça peut être par voie d'un email, ça peut être dû à la consultation d'un site web dont le code est malveillant, ça peut être un programme qui va être installé sur une clé USB et quelqu'un va l'insérer sur un des postes de votre réseau. Enfin, bref, il y a plein de moyens d'affecter votre réseau. Une fois que ce logiciel malveillant va être installé sur votre système, il va avoir pour effet de rendre inaccessible l'ensemble des données de vos serveurs, de vos postes informatiques. Bon, je ne vais pas utiliser forcément toujours des termes techniques très pointus, mais je veux vraiment que les gens comprennent bien comment ça fonctionne.
Donc, globalement, bah, un logiciel malveillant pénètre votre système informatique, se répand et va chiffrer toutes les données pour vous les rendre inaccessibles. C'est-à-dire que vous n'avez plus possibilité de travailler. L'utilisateur devant son poste, bah, il a un écran noir où il ne peut plus accéder à tel ou tel tableur, tel fichier, plus rien. Il va alerter son dirigeant, son responsable informatique, et là, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? Ben, que toutes les données ont été chiffrées et qu'un message va apparaître, va être placé à un endroit. Un message laissé par le pirate qui va expliquer, voilà, on vous a chiffré vos données, maintenant, si vous voulez les retrouver, il va falloir payer. Demande de rançon. En général, le pirate laisse une adresse mail et vous demande de le contacter. Donc, bah, en général, vous prenez voilà, votre navigateur, votre logiciel de messagerie, vous rentrez en contact. Et là, le pirate va vous dire, bon, voilà, c'est temps. Donc, c'est très disparate, mais en général, ça représente quand même des sommes assez importantes. Dans la majorité des cas, la demande de rançon va être demandée en crypto-monnaie, souvent du Bitcoin. Donc, il va vous expliquer toute la manop pour pouvoir acheter des Bitcoins et pouvoir lui transférer l'argent sur son compte. Et vous donner ensuite le moyen de récupérer vos données. Donc, est-ce qu'on a vraiment une garantie de pouvoir récupérer les données une fois qu'on a payé? Alors non, on n'a pas la garantie de récupérer ces données. D'ailleurs, nous, la gendarmerie et les forces de l'ordre en général, notre mot est clair, on n'incite pas les gens à payer. Voilà, on n'incite pas les gens à payer. Pourquoi? Parce que déjà, bah, ça veut dire que c'est lucratif pour le pirate si jamais les gens payent, et donc ça leur donnera l'envie de continuer. Donc, bah non, on ne va pas vous conseiller de le faire. Après, voilà, dans la réalité des faits, il se trouve qu'effectivement, il y a des gens qui ont réussi à s'en sortir grâce à ça. Donc, nous, on vous conseille un peu. Donc, une fois que c'est fait, bah, qu'est-ce qu'il vous reste comme solution? Bah, pas grand-chose. Il vous reste soit la possibilité d'utiliser des sauvegardes, si par chance vous avez réalisé des sauvegardes de vos données. Et c'est là que c'est très important, j'insiste sur ce fait, il faudra absolument que vous ayez une vraie politique de sauvegarde de vos données pour pouvoir pallier à ce type d'attaque. Rendez-vous bien compte d'une entreprise qui a l'intégralité de son activité qui est stockée sur des ordinateurs, sur des supports numériques. Ça passe du RH, des payes des employés, des bons fournisseurs, de l'intégralité de la comptabilité de l'entreprise. Imaginez-vous une entreprise qui perd tout ça sans possibilité de restaurer. Bon, ben, l'entreprise, en général, sa viabilité elle est réduite à pas grand-chose. Est-ce que sauvegarder des données, juste on sauvegarde les serveurs, on laisse les bandes de sauvegarde, les jeux de sauvegarde dans même les locaux de l'entreprise, c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine déportée à mettre en œuvre? Si, il y a, bien sûr. Alors, pour chaque entreprise, il va y avoir des cas par cas. Hein, bien sûr, je ne peux pas vous donner tout de suite une technique, un mode de sauvegarde qui sera plus approprié à votre système. Là, il va falloir quand même faire appel à des professionnels qui vont faire un audit et qui vont vous conseiller. Mais sachez qu'il faut que vous étudiez cette problématique. Alors, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir de la sauvegarde qui soit externalisée. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, ça vous permettrait d'être à l'abri si en plus il y avait un incendie, un vol. Mais en plus, il faut savoir que le ransomware a la possibilité de se propager dans le réseau. Donc, on a eu beaucoup de cas où les gens avaient effectivement un système de sauvegarde, mais le virus a réussi à contaminer la sauvegarde et du coup, possibilité de la restaurer. Donc, il existe des techniques très adaptées, mais là, les professionnels voilà, de la sécurité informatique pourront plus diagnostiquer ce qui conviendrait pour votre entreprise. Donc voilà, le ransomware, c'est ça. Le ransomware, on en a de plus en plus, on en rencontre tous les jours, et sachez que pour moi, c'est, je dirais, celui qui est le plus dangereux pour une entreprise. J'insiste vraiment sur celui-là. À la fin de notre présentation, de toute façon, on fera normalement un système de questions-réponses, donc je pourrai répondre à des questions sur ce sujet-là. Oui, alors j'ai quelques chiffres à vous communiquer. Je crois que le commandant en avait déjà un peu parlé.
on a des chiffres qui nous prouvent que plus de la moitié des entreprises ont été victimes d'un ransomware. Sur cette moitié d'entreprises, dans les 3/4 des cas, l'attaque a réussi et donc a réussi à complètement contaminer le système d'information de l'entreprise. Donc je vous dis, c'est quelque chose qui est réellement à prendre en compte. Après, sachez que si jamais vous êtes victime de ce type d'attaque, vous allez devoir mettre en œuvre des moyens qui vont vous coûter extrêmement cher. Il y a eu une étude qui a été réalisée et qui a estimé la gestion des dommages liés à un ransomware entre 450 à 700 000 euros suivant la taille de l'entreprise. Voilà. Une entreprise de moins de 100 salariés, ça lui coûte en moyenne 450 000 euros pour restaurer l'intégralité de ses données. Alors imaginez-vous quand même. Alors ça, c'est les ransomware. Maintenant, je vais vous parler d'une autre type d'attaque, enfin de cyberattaque que vous pouvez rencontrer, c'est le phishing. Alors, le phishing, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'attaque qui vise à vous utiliser des données personnelles ou bancaires en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Alors souvent, c'est par voie de mail. Vous allez par exemple recevoir un email avec d'un de vos fournisseurs ou de votre banque avec le même en-tête, le même nom du dirigeant. Alors, la même adresse va apparaître au niveau de l'expéditeur. La personne va vous dire, voilà, comme d'habitude, j'ai besoin que vous validiez telle ou telle facture. Est-ce que vous pouvez m'envoyer voilà, vos coordonnées bancaires ou voilà, des données personnelles? Vous n'allez pas faire attention, vous allez renvoyer ça. Sauf que ce ne sera pas en face la personne que vous pensez être et vous allez vous diffuser des informations personnelles à un pirate qui pourra les réutiliser. Alors ça peut être soit effectivement un formulaire à remplir en direct, mais ça peut être aussi des liens. Souvent dans les emails, vous avez des liens, des hyperliens, où vous pouvez cliquer dessus, ça va vous renvoyer sur un site web. Et bien dans la même manière, vous pouvez tomber sur des sites internet qui ont exactement la même apparence que les sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller pour voilà, faire des transactions, envoyer des données, sauf que en fait, de l'autre côté, il y aura un pirate qui aura cloné le site internet, qui ne sera pas du tout en train d'échanger avec la bonne personne. Le phishing, donc, c'est quelque chose qui va donc viser à vous voler des données en usurpant l'identité de quelqu'un d'autre. Voilà. Pour le pirate, c'est simple, c'est peu coûteux et c'est sans risque. Alors, quelques petits points de détail à propos du phishing. Sachez que quand vous recevez un email, vous avez toujours l'expéditeur qui apparaît. Sachez qu'en aucun cas, il faut prendre cette information comme une information fiable à 100%. Il est extrêmement facile pour un pirate de falsifier cette information, de forger un email de toute pièce en faisant apparaître le nom d'un expéditeur quelconque. Alors les pirates en plus sont très malins puisqu'ils sont capables de réaliser des attaques qui vont être personnalisées à votre entreprise. Quand ils veulent vraiment s'attaquer à une entreprise en particulier, ils vont procéder à des recherches en source ouverte pour connaître quelles sont les entreprises avec lesquelles vous travaillez, quelle est votre banque, quel est le nom de votre secrétaire, de vos collaborateurs. Et ils sont capables de vous envoyer un email qui va être forgé exactement pour vous. Du phishing ciblé. Voilà, c'est du phishing ciblé, du spear phishing, tout à fait. Donc soyez méfiants et posez-vous toujours la question, est-ce que j'attendais vraiment ce mail? Si vous avez un doute, écoutez, le plus simple, c'est de prendre son téléphone portable et puis de contacter la personne pour savoir si elle en est bien à l'origine. Alors, le phishing, c'est ça. Je vais vous parler maintenant d'une troisième type d'attaque, un peu moins fréquente. Alors, c'est ce qu'on appelle les attaques en déni de service distribué ou attaque DDoS. Alors, ce type d'attaque, c'est un système. Si vous voulez, le pirate va contaminer de nombreux ordinateurs à travers le monde. Et il va en prendre le contrôle, voilà, par des virus. Il va prendre le contrôle d'énormément d'ordinateurs. Et il va utiliser ces ordinateurs pour diriger simultanément des requêtes sur votre système d'information dans le but de le paralyser.
Alors, quel est le but de ce type d'attaque? En fait, ça va être de vous rendre complètement inopérant, invisible de l'extérieur. Ça, c'est plutôt utilisé pour attaquer des plateformes commerciales. Si jamais vous faites du commerce électronique, que vous avez une vitrine Internet, un site web, avec une forte activité, les pirates, en dirigeant de nombreuses requêtes sur votre site de commerce électronique, vont le rendre complètement inopérant et les gens ne pourront plus y accéder. Il peut arriver qu'en envoyant ce type d'attaque, vous recevez justement une demande de rançon pour mettre fin à l'attaque en délit de service. Donc en fait, c'est une sorte de ransomware, si vous voulez, sauf qu'on ne va pas chiffrer les données, on va attaquer directement la connexion Internet qui permet d'accéder à vos données. Voilà. Alors, on n'en entend pas souvent, mais ça existe, sachez-le. Alors là, la technique pour s'en prémunir, là, c'est plutôt d'investir dans du matériel informatique, parce qu'il existe à l'heure actuelle des dispositifs réseau qui sont capables en fait d'enrayer ce type d'attaque. Alors là, du coup, c'est un coût. Il faut faire appel à un prestataire privé qui va auditer votre réseau, votre système et qui va vous proposer des techniques. Et dessus, malheureusement, vous ne pourrez pas agir en tant qu'humain. Ensuite, un autre type de menace, là, on est plus sur des petites entreprises, très petites entreprises qui vont être ciblées. Ça va être une arnaque, une forme d'escroquerie dite au faux support technique. Donc là, vous avez par exemple votre navigateur Internet qui n'a pas été mis à jour. Vous avez un de vos collaborateurs qui va aller naviguer sur un site web frauduleux et vous allez avoir un logiciel malveillant qui va s'exécuter sur votre système, qui va le bloquer, qui va vous afficher une page vous indiquant que voilà, votre système présente un problème technique. On va vous inciter à appeler une plateforme pour résoudre le problème. Alors ça cible typiquement des gens qui n'ont aucune connaissance en informatique. Voilà, message Microsoft qui va s'afficher, voilà, Windows a un gros problème, il y a un virus, c'est très grave, appelez ce numéro et on va vous aider à résoudre le problème. Et bien sûr, un numéro de téléphone apparaît, vous appelez, il y a quelqu'un au bout du fil, oui, pas de problème, on est au courant. On va résoudre votre problème, par contre, ça va vous coûter la somme de temps. Voilà, c'est de l'arnaque, il y a des plateformes, il y a des gens qui ont des plateformes basées dans d'autres pays, des gens qui parlent parfaitement le français, donc vous allez avoir l'impression qu'effectivement, tout est plausible, tout est fiable, sauf que derrière, ce sera un escroc. Donc ce type d'arnaque a tendance aussi à pas mal se développer. On a des variantes où vous allez avoir un message avec même un logo des forces de l'ordre disant que vous avez téléchargé un fichier illégal et que donc les services de gendarmerie ou de police vous ont détecté et vont même des fois vous demander de payer une amende directement en ligne. Alors sachez que tout ça, ça n'existe pas. Mais on a des cas qui ont été recensés et beaucoup de gens se font quand même avoir. Là, ça passe par la sensibilisation de vos collaborateurs, surtout ceux qui n'ont pas un niveau technique très élevé. La fraude au président aussi qui existe. Oui, alors ça, c'est plus des faux ordres de virement. Ça se fait plus voilà, par téléphone. Effectivement, les faux ordres de virement internationaux est une forme d'escroquerie qui se développe. Tout à fait. Alors, j'attire votre attention sur... depuis que j'ai commencé, là, je vous ai énuméré 4 principales types d'attaques. Il faut savoir que les pirates utilisent ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Ils sont capables, en fait, de travailler sur votre comportement, sur votre sensibilité psychologique à réagir de telle ou telle manière à un événement pour être encore plus pertinent dans leurs attaques. Je vous donne un exemple. Souvent, on a tous l'habitude d'étaler un peu notre vie sur les réseaux sociaux. On va divulguer des informations personnelles, on va dire qu'on part en vacances dans tel pays de telle date à telle date. Et bien, sachez que ces informations peuvent être également récupérées par des pirates pour cibler votre entreprise. J'ai un exemple que j'ai traité il y a quelques années où le dirigeant, en fait, voilà, expliquait qu'il partait au sport d'hiver à telle date à telle date.
Les pirates, en fait, ont réussi à savoir qu'une jeune secrétaire venait d'être embauchée. Donc, ils l'ont appelée en se faisant passer pour le directeur et en disant, voilà, j'ai rencontré un client, il faut absolument qu'on fasse le contrat très rapidement, sinon on va perdre le marché. Faites un virement, je vous envoie tout de suite le RIB, vous faites un virement sur ce compte-là. Alors, la jeune femme, de peur de perdre son emploi, a réalisé le virement et malheureusement, après, c'était trop tard. Donc, soyez aussi vigilants aux informations que vous diffusez. Il faut protéger réellement son entreprise. C'est primordial. Alors, le vol de données. Eh bien, en fait, tout ça pour vous dire que chacune des attaques qu'on a vues précédemment peut, en plus des agréments causés, également être associé à des vols de données. Je prends l'exemple du faux support technique. Si jamais vous avez quelqu'un qui se fait avoir, donc qui appelle le support technique, l'interlocuteur va peut-être vous demander en fait d'installer un logiciel pour réparer votre ordinateur. Sauf qu'en fait, il va installer une espèce de porte dérobée sur votre système informatique. Ça va lui donner après la possibilité d'y revenir quand il le souhaite et du coup de vous voler des données, des brevets, des données confidentielles liées à votre entreprise pour ensuite les revendre à la concurrence. Bref. Ça peut être également le cas, ça on l'a vu dans le phishing, hein, mais aussi dans le cas de ransomware, parce que le pirate, quand il a infecté votre système informatique, il l'a pénétré, donc avant de chiffrer les données, il a pu aussi en voler, à l'état possible, on a déjà eu des cas. Donc sachez que si en plus vous avez des données confidentielles, c'est encore plus critique. Alors, concernant les réponses à apporter, alors moi je vais plutôt parler de quelques conseils de base, des conseils de bon sens, voilà, de bonnes pratiques que vous pouvez être amené à réaliser à votre niveau. Alors, j'attire vraiment l'attention sur, c'est pas adaptable nécessairement à toutes les formes d'entreprise, parce que c'est très hétéroclite au niveau des systèmes d'information. Voilà, il y a des entreprises qui vont fonctionner avec 2 ordinateurs en réseau, plus un petit serveur de sauvegarde, et bien sûr, une grosse entreprise, ça va être plus compliqué que ça. Enfin, ce sont quand même des éléments qui, normalement, peuvent être, comment dirais-je, appliqués à tout le monde. Alors, voilà, après, à voir. Les mots de passe. Alors, les mots de passe, on s'aperçoit que bien souvent, ils sont jamais assez complexes et parfois, les pirates, justement, utilisent cette faiblesse pour pénétrer le réseau. J'ai eu des cas à traiter, pourtant sur des grosses structures, où lorsque j'ai analysé le système, après l'attaque, je me suis aperçu que les 3/4 des comptes d'utilisateurs étaient protégés avec des mots de passe. Alors, pas sourire, mais j'ai eu du Coco 971, si c'est pas encore plus simple que ça, en plus sur des comptes d'utilisateurs critiques. Donc j'attire l'attention de tout le monde, il faut réellement mettre en place une vraie politique de complexité des mots de passe, de changement des mots de passe, c'est-à-dire qu'il faut absolument les faire changer régulièrement à tous les utilisateurs. Un mot de passe doit être unique par service et par utilisateur. Il n'y a pas de mot de passe qui doit être utilisable par tous les collaborateurs. Un mot de passe est unique, ça ne se communique pas et confidentiel. Il doit être suffisamment complexe. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris à quoi je faisais allusion. La CNIL avait d'ailleurs établi un guide sur la gestion des mots de passe. Qui l'a-t-il? La CNIL. Ah, la CNIL, oui, tout à fait, oui. La CNIL, oui. Sur les termes employés, les mots dirigés, etc. En fait, en termes de complexité, déjà le niveau standard, quand on a juste un mot de passe, quand on n'a pas un ensemble d'informations, ça va être un minimum de 12 caractères, en utilisant différents types de caractères, des lettres majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. L'objectif, c'est surtout de ne pas utiliser de mots de dictionnaire, mais plutôt, par exemple, de partir sur une phrase et de remplacer des lettres, remplacer les lettres par des chiffres ou par des caractères spéciaux. On peut avoir aussi un mot de passe, par exemple, de 8 caractères,
mais avec un second facteur. Un second facteur, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça peut être quelque chose que l'on met, donc de la biométrie, mais ça peut être aussi quelque chose que l'on possède. Par exemple, une carte professionnelle, on va badger. Ça peut être ce qu'on appelle un OTP, donc c'est un code qu'on va recevoir soit par mail, soit par SMS, ou sur un dispositif. On va en faire un second facteur. Donc voilà, le guide de la CNIL proposait différentes solutions pour la gestion des mots de passe en fonction de la politique justement de l'entreprise. Oui, tout à fait, effectivement. Effectivement, de plus en plus de services proposent l'authentification à 2 facteurs. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas exactement de quoi il s'agit, mais comme l'a expliqué M. Pater, c'est pratiquement incontournable aujourd'hui de mettre en place voilà, ce type d'authentification. Parce que du coup, même si le pirate arrivait à deviner votre mot de passe, s'il n'était pas en possession de votre téléphone portable ou de votre doigt avec l'empreinte, il ne pourrait quand même pas accéder aux données. Autre petite astuce, ça aussi on le constate souvent dans les entreprises, si vous devez vous séparer de collaborateurs, soit parce qu'ils ont démissionné, pris leur retraite, parti, pensez à bien supprimer leurs accès, puisqu'on a eu des cas où les gens sont ensuite reconnectés à l'entreprise et ont pu voilà, commettre des méfaits. Deuxième élément très important, les mises à jour. Alors, les mises à jour, c'est fastidieux, c'est long. Voilà, souvent, on a une fenêtre qui s'ouvre, nous informant qu'il faut faire la mise à jour, mais ça tombe mal, on est juste en train de finir un tableau, un document, et on repousse. Et puis le lendemain, la fenêtre apparaît et on repousse. Eh bien non, en fait, la mise à jour, quand elle apparaît, il faut la faire immédiatement. On n'a pas le choix, parce que les vulnérabilités qui permettent aux pirates de pénétrer des systèmes, souvent, elles sont liées à des mises à jour qui n'ont pas été effectuées. Du coup, des failles n'ont pas été colmatées. Il faut savoir que les pirates échangent beaucoup sur Internet, ils connaissent les failles des différents systèmes, et justement, ils vont essayer de les utiliser pour pénétrer les systèmes. Alors voilà, mise à jour d'antivirus, mise à jour du système d'exploitation, mise à jour des logiciels. Souvent, vos fournisseurs, vos éditeurs de logiciels vont vous fournir la mise à jour. Alors, je ne sais pas souvent si c'est par voie de téléchargement ou on va vous envoyer sous forme dématérialisée, mais c'est impératif de les réaliser. Voilà. Ensuite, les privilèges. Les privilèges, c'est ce qui va permettre d'accéder à un certain niveau d'accès dans le système d'information. Il est important de cloisonner et de donner à un utilisateur des droits qui sont en concordance avec ce qu'elle a réellement à faire. Il est hors de question que une personne qui est juste là pour rédiger des courriers puisse accéder au serveur de sauvegarde ou à des données critiques de l'entreprise, vous l'avez bien compris. Chacun doit accéder uniquement aux données auxquelles il a vraiment besoin. Le principe du moindre privilège. Voilà, pardon? Le principe du moindre privilège. Le principe du moindre privilège. Ensuite, on va passer aux sauvegardes. Alors, on en a déjà pas mal parlé, mais je vais réenfoncer le tout. C'est primordial. C'est primordial, vous avez compris pourquoi. Le jour où vous subissez une attaque, c'est ce qui va vous permettre de vous en sortir. Alors, la sauvegarde, c'est fastidieux, mais il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent d'automatiser ce processus. Alors, ça a un coût souvent. Mais j'invite toutes les entreprises qui ont des doutes sur si leur système est vraiment protégé par des sauvegardes à prendre contact avec des professionnels et qui réaliseront un audit et qui les conseilleront dans ce domaine. C'est franchement quelque chose de crucial. Monsieur Patard, je pense que là-dessus, vous allez aller dans mon sens. Oui, tout à fait. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on a la sauvegarde qui est faite en interne, mais il faut aussi penser à l'externaliser, puisque les attaquants, aujourd'hui on le voit de plus en plus, ils s'attaquent aussi à la sauvegarde, puisque c'est le moyen de remédiation face au ransomware. Donc oui, il est crucial, il est important que ce mécanisme de sauvegarde des systèmes d'information soit pris en compte par des entreprises.
Oui, tout à fait. Donc voilà, la sauvegarde, vous l'avez compris, à mon avis, si ça fait partie des choses les plus importantes à vérifier. Ensuite, on va voir tout ce qui est clé USB, accès Wi-Fi. Bah, alors, n'ouvrez pas la porte à n'importe qui. En gros, ça veut dire quoi? Votre système d'information, vous devez le protéger. Si jamais quelqu'un vient avec sa clé USB sur laquelle il travaille à la maison à titre privé, personnel, bah, il peut contaminer votre réseau. Donc, il faut que vous ayez un dialogue avec les gens qui travaillent chez vous. Il faut créer comment on appelle ça, aidez-moi, une charte, voilà, une charte d'éthique du travailleur pour que les gens soient sensibilisés à ces risques et qu'ils n'aient pas à brancher des appareils qui préviendraient du domaine privé sur le réseau de l'entreprise. C'est extrêmement important. Ensuite, il y a tout ce qui est accès Wi-Fi. Si dans votre entreprise, vous avez décidé de mettre un réseau Wi-Fi en accès libre pour vos clients, ça se pratique beaucoup, eh bien, pourquoi pas, mais alors, pareil, essayez de voir si l'accès au réseau des invités ne va pas lui permettre d'accéder aux données de votre entreprise. Des fois, on veut faire ça, on n'a pas trop les connaissances, on active le Wi-Fi ouvert sur la box. En fait, la personne elle peut avoir accès à toutes vos machines. Donc, pareil, faites appel à des professionnels si vous ne pensez pas avoir le niveau suffisant. C'est arrivé. Ensuite, alors les appareils mobiles et les tablettes, c'est pareil, c'est le BIOD, c'est Bring Your Own Device. Souvent, aujourd'hui, chaque professionnel travaille avec un objet nomade, téléphone, tablette. Dans la mesure du possible, il est préférable d'utiliser un objet qui soit dédié à l'activité professionnelle et qui soit du coup séparé de l'activité privée. Parce que c'est pareil, vous pouvez être amené à recevoir des emails dans votre activité privée qui vont contenir peut-être du code malveillant, un virus, et du coup, ça va pouvoir après contaminer votre système professionnel. Donc, essayez de faire de la séparation. Je sais que c'est toujours ennuyeux de se balader avec plein de téléphones différents, mais pourtant, l'histoire montre que c'est très important de séparer le privé du professionnel. Il faut aussi avoir une politique pour la gestion des terminaux mobiles, de manière à déployer la même politique que l'on a sur nos postes de travail, sur les terminaux mobiles, donc les smartphones et les tablettes. Oui, tout à fait. Les smartphones d'aujourd'hui, ce sont des ordinateurs à part entière. Donc, on retrouve toutes les mêmes problématiques. Voilà, tout ce qui est virus, phishing, vol de données, tout ça peut également être perpétré via les terminaux mobiles. D'ailleurs, souvent, quand vous arrivez, sans que vous vous en rendiez compte, votre téléphone mobile va se connecter au réseau Wi-Fi de votre entreprise, donc il va y avoir un accès dans le réseau, et l'attaque peut arriver par le téléphone portable. Ensuite, les messageries, là on est sur le phishing, les emails, pareil, les statistiques montrent que c'est souvent le moyen utilisé par les pirates pour pénétrer dans le réseau et attaquer le système. Quelques bonnes pratiques, j'en ai déjà parlé, le nom de l'expéditeur n'est pas un gage de fiabilité. Après, prenez également soyez très très vigilants sur les pièces jointes qui peuvent être associées dans les emails. Souvent, les pirates vont se servir justement de pièces jointes infectées pour pouvoir contaminer votre réseau. Alors, un fichier PDF, un fichier traitement de texte en docx ou autre, vous avez l'impression que c'est un truc commercial, il n'y a pas de difficulté. Sauf que quand vous allez cliquer dessus pour l'ouvrir, eh bien, le virus, c'est là qu'il va contaminer le réseau. Posez-vous toujours la question, est-ce que j'attends réellement de cette personne un document? Et si oui, est-ce que c'est bien sur le document qui est positionné entre les doigts? Si vous avez le moindre doute, vous n'exécutez pas, vous n'ouvrez pas la pièce jointe. Et là, c'est extrêmement important. On est tous curieux, on se dit non mais peut-être que si en fait, et puis c'est peut-être urgent, c'est peut-être important. Le guide des bonnes pratiques, c'est être très très rigoureux
et adopter une hygiène numérique stricte. Voilà, donc sur les emails, c'est les conseils principaux que je peux vous donner. Alors, ensuite, c'est bien de le savoir, mais c'est bien aussi que tous les personnels d'entreprise le sachent. C'est pour ça que j'aimerais aussi vous sensibiliser à la mise en place d'une charte, d'un guide de bonne conduite, une charte informatique, que tous les personnels pourraient valider et signer en toute connaissance de cause. Voilà, nous on le fait dans notre administration, ça se pratique dans beaucoup d'entreprises, mais pas encore partout. Et à mon sens, il est temps d'y penser aujourd'hui, c'est même pratiquement incontournable. Téléchargement, gare aux arnaques. Oui, voilà, on a tous eu besoin un jour ou l'autre de télécharger un outil logiciel qui nous manquait, ou le client avec qui vous correspondez vous propose d'ouvrir un fichier, mais bon, vous n'avez pas la bonne version, donc vous allez vouloir aller la télécharger sur Internet. Encore une fois, méfiance, on ne sait jamais ce qu'on télécharge réellement, et parfois ça peut être un logiciel malveillant qui va contaminer votre système. Alors, quelles sont les parades à ça? Eh bien, c'est déjà identifier clairement quel est l'outil et est-ce qu'on est bien connecté sur le site officiel qui est censé distribuer cet outil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites une simple recherche sur un moteur que le premier lien va vous renvoyer sur le site officiel qui va vous permettre de télécharger un outil fiable. Le mieux, c'est quand même de taper dans la barre d'adresse le site officiel, pour être vraiment sûr que c'est bien ça, et après télécharger l'outil. Après, faire le lien aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les privilèges. Est-ce que tout le monde devrait pouvoir installer des logiciels, ou est-ce que ce n'est pas justement bien quelque sûr chose qui devrait être qualifié en amont par la direction des systèmes d'information? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans certaines entreprises, il y a des gens qui sont destinés à faire ce genre de travail. Mais encore une fois, les TPE et les PME, c'est bien souvent une seule personne qui endosse toutes les casquettes. C'est le dirigeant qui fait à la fois office de DSI, de mainteneur, de celui qui gère le système informatique, qui fait la comptabilité, enfin voilà. Et dans ces moments-là, la personne, c'est elle qui va permettre de changer de logiciel. Mais sinon, si vous avez la chance d'avoir des personnels qui sont dédiés à l'administration de votre système, eh bien, faites en sorte que ce soit que ces personnes qui puissent télécharger des logiciels sur Internet. Donc ça, tout ça, c'est configurable sur le système de droit, de gestion de droit. Ensuite, on peut aborder les paiements en ligne. Voilà, on est principalement sur des problèmes de phishing. Si jamais vous êtes amené à réaliser des achats sur Internet, le mieux, c'est que vous ayez dans vos favoris bookmarquer les sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller et éviter de cliquer sur des liens que vous recevez par voie d'email. Vous n'êtes jamais sûr que le site sur lequel vous allez vous connecter, dans ce cas-là, sera le site fiable. Je donne un exemple tout bête. Si vous avez l'habitude de passer par le site du Crédit Agricole, on a déjà vu des faux sites du Crédit Agricole où il y avait 2 R à crédit. Et sinon, le site en lui-même a exactement la même forme, le même graphisme, et va vous permettre d'accéder exactement au même menu pour saisir votre identifiant et votre mot de passe. Sauf que personne regarde à chaque fois dans la barre d'adresse avec précision si l'adresse est exactement écrite de la bonne manière. Donc le mieux, c'est de mettre en place un système de marque-page que vous aurez vous-même validé, et vous passez uniquement par là pour accéder à vos sites sensibles. Ensuite, identité numérique, attention, dossier. J'en ai parlé aussi tout à l'heure. Ça, c'est toutes les informations que vous pouvez être amené à diffuser sur les réseaux sociaux ou sur toute autre plateforme numérique et qui ont attrait à votre entreprise. Je le répète, les pirates utilisent souvent une première phase de prise d'empreinte où ils vont réaliser l'environnement de votre entreprise pour prendre un maximum d'informations. Donc,
essayer de revérifier tout ce qui est diffusé publiquement et éventuellement procéder à quelques modifications pour que le public n'ait pas nécessairement accès à des informations qui ne leur sont pas utiles. Bon, je sais, il y a des informations légales que tout le monde doit diffuser, mais il y a des fois des informations qu'il n'est pas nécessaire de mentionner, voilà, des noms de personnes de l'entreprise, voilà, avec leur adresse mail, si ce n'est pas forcément utile de les partager, bah, supprimez-les, parce que les pirates peuvent s'en servir. Donc, concernant bah, les principaux conseils que je peux vous donner, je pense en avoir fait le tour. On est en période de Covid, donc on a eu une certaine mutation dans notre manière de travailler. Je fais allusion là au télétravail. Alors le télétravail, ça a beaucoup aidé certaines entreprises, je suis d'accord. Et ça a également créé de nouvelles failles, de nouvelles possibilités pour les pirates d'agir. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle a dû réagir rapidement au confinement, donc elle a dû déployer certains outils sans avoir pu préalablement former les personnels à leur utilisation. Parfois, ils ont même utilisé des logiciels gratuits qui étaient facilement téléchargeables, sans être sûr que ces outils sont le garant d'une sécurité adaptée à leur entreprise. Donc là, bah, c'est pareil, faites-vous assister, demandez conseil. Certains outils sont réputés peu fiables. Donc si jamais vous avez des personnels qui doivent travailler de chez eux, bah, je vous conseille de refaire un peu le point, de voir s'il n'y a pas des logiciels qui sont mieux adaptés. Et toujours pareil, formez vos personnels quand ils utilisent un ordinateur à des fins professionnelles. Faites en sorte que ce ne soit pas le même ordinateur sur lequel ils travaillent tous les jours, enfin, à des fins privées ou que leur enfant a accès dessus. Enfin, ça peut être également une faille, un point d'entrée. Concernant le volet prévention, donc nous, on invite les gens à consulter le site institutionnel qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr et qui recense un certain nombre de prestataires qui ont été validés, qui sont des gens de confiance, et vers qui vous pourrez vous tourner si justement vous avez besoin de conseils en matière de cybersécurité, en matière de modification de votre système d'information. Nous vous invitons à consulter ces sites et du coup à rentrer en contact avec des professionnels pour vous assister. Nous, la gendarmerie, on est plus là pour on va dire, vous aiguiller, mais on n'agira jamais sur votre système d'information en tant que technicien. Nous, c'est plutôt la phase judiciaire, si jamais vous étiez victime, on interviendrait. Voilà, bah, écoutez, pour moi, je pense avoir fait le tour des principales menaces. Il me paraîtrait intéressant que maintenant on fasse un système de questions-réponses. Avant les questions-réponses, on aura le témoignage de M. Villiers. Eh bien, parfait. Vous aviez peut-être quelque chose à rajouter? Oui, en fait, vous aviez parlé des prestataires qui pouvaient accompagner les entreprises. Il y a aussi, nous, la cellule de crise du MEDEF. Notre objectif, nous, c'est de pouvoir informer justement les entreprises, sensibiliser sur les risques et sur les réponses à apporter à ces risques, recenser aussi l'information et faire le relais auprès des autorités, mais aussi pouvoir aussi accompagner les entreprises en les mettant en relation avec des experts locaux qui peuvent aussi les accompagner dans la mise en place de solutions, leur donner des conseils en matière de cybersécurité et de les accompagner tout au long de leur vie. Oui, tout à fait. J'allais effectivement oublier cette partie qui est, une somme primordiale. Bon, si jamais vous étiez victime, malheureusement, d'une attaque, voilà. Donc nous, le but aussi de cette réunion, c'est on a souhaité travailler ensemble avec l'UDE-MEDEF et la gendarmerie. Donc, on souhaiterait mettre en place une adresse email pour vous permettre de nous contacter. Ce
qui nous permettrait d'être beaucoup plus réactifs pour pouvoir vous guider vers les premiers gestes. Donc cette adresse, on l'a validée encore ou... Oui, enfin, pour l'instant, c'est l'adresse de Pauline, donc communication, @medef.com. Donc, voilà. Voilà, on va l'afficher tout à l'heure, mais c'est l'adresse qui sera communiquée dans ça. D'accord, donc c'est un canal en fait unique qu'on propose de mettre en place pour pouvoir justement nous alerter, nous en tant qu'institutionnels, mais également La cellule de crise. la cellule de crise, et pouvoir vous donner tout de suite des gestes à accomplir en urgence, et vous peut-être vous aiguiller vers d'autres prestataires qui vont vous aider. Très bien, je propose de passer maintenant au témoignage Tout à fait. de M. Viviès. Voilà, je comprends. Oui. Voilà, merci. D'abord, donc d'abord, désolé de ne pas être sur place. C'était prévu qu'on puisse être avec vous, mais semble-t-il, il y a de fortes perturbations dans la circulation pour aller à Jarry, donc on a préféré être en visio. Alors, là, m'a proposé de témoigner. Évidemment, c'est jamais facile hein, quand on est victime. Je pense que c'est important que les entreprises de Guadeloupe puissent voir qu'il y a des entreprises en Guadeloupe qui peuvent être victimes, qui peuvent être touchées par les cyberattaques, que ça arrive, que c'est important. Et donc, comme je suis par ailleurs, bon, je suis chef d'entreprise, je vais me présenter, et par ailleurs membre du conseil d'administration du MEDEF, j'ai trouvé ça très intéressant qu'on puisse faire cette réunion de sensibilisation et nous y participer simplement en racontant un petit peu ce qui nous est arrivé récemment. En présentation, donc, je suis Guillaume Viviès, je dirige un groupe d'entreprises familiales. Nous sommes dans le domaine de la distribution professionnelle. On a environ 230 collaborateurs, on est présent en Guadeloupe, en Martinique, on a aussi des magasins à Saint-Martin. On a un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, hein, donc on prend cette chose-là au sérieux. Et pourtant, nous avons eu à subir récemment cette cyberattaque. Notre système d'information, je vois qu'il y a pas mal de gens du métier qui nous écoutent. Je ne suis pas technicien, je n'y connais pas grand-chose. J'y ai beaucoup appris ces temps-ci. Notre système d'information, pour faire très rapide, on a deux environnements, un environnement AS400, c'est-à-dire la gestion que la comptabilité. Et nous avons un environnement Windows Server, où là, vous allez trouver le bureautique, la messagerie, la suite Office, voilà, tous ces aspects-là, la paye, voilà, tous les aspects, les autres aspects que vraiment le cœur de l'activité. Et notre équipe, pour que vous ayez vraiment une vision globale, nous avons une seule personne. Les systèmes d'information, c'est une seule personne, c'est Olivier qui est parmi nous, qui pourra intervenir tout à l'heure pour les aspects, voilà, sur tous les aspects. Donc l'ensemble du groupe, 230 collaborateurs, une seule personne qui s'occupe des systèmes d'information pour cet ensemble, c'est-à-dire, ça veut dire recours à beaucoup de prestataires, hein, donc des prestataires, voilà, de nombreux prestataires et qui font de l'infogérance sur tous nos systèmes. Alors la cyberattaque, rapidement, ça a commencé le 26 décembre, donc vous voyez que c'est récent, il y a un peu plus d'un mois. J'avais eu mes cadeaux. Donc le 26 décembre, j'ai eu mon cadeau, puisque c'est Olivier qui m'a appelé pour me dire que, eh bien, simplement, quand on a voulu, puisque rappelez-vous, le 26, c'est un samedi, quand on a voulu rallumer les services des premiers magasins qui ouvraient, eh bien, on n'arrivait plus à rentrer sur le système. Donc ça a été très bien décrit tout à l'heure, c'est exactement ce que nous avons vécu. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rentrer sur le système Windows Server
et avec un message, un mail, nous demandant de contacter pour pouvoir récupérer. Nous ne pouvions plus accéder aux données. Conséquence de ça, voilà, ce sur quoi je veux vraiment insister, et puis là je parle vraiment au chef, imaginez qu'à la suite de ça, c'est quasiment toute la mémoire de l'entreprise qui disparaît. C'est-à-dire que vous n'avez plus de mail, vous n'avez plus de fiches de paye, vous n'avez plus de tableau Excel, vous n'avez plus de budget, vous n'avez plus tous les modèles de courrier que vous avez créés, affinés pendant des années et des années. Voilà, tout ça a disparu. Et dans notre cas, on a eu quand même de la chance, puisque, comme je vous l'ai dit, nous avions un deuxième environnement S400 qui, lui, n'a pas été touché. Donc, l'activité, le cœur même de notre activité, ça, tout et ça, vraiment, mettez-vous quelque part à notre place. Un matin, voilà, on vous explique et puis vous vous rendez compte que ben, il y a plus rien. On a perdu vraiment toutes les deux. L'expérience de l'entreprise, toute mémoire de l'entreprise. Alors nous, ben, c'est comme si on était toujours actif, toujours vivant, mais on n'avait plus de mémoire, on était amnésique. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que très rapidement, ben, on a vérifié nos sauvegardes et ça a été dit tout à l'heure. Dans notre expérience, ils ont réussi on avait plusieurs niveaux de sauvegarde, on avait voilà une installation assez pointue et malgré ça, ils ont réussi à trouver nos sauvegardes. Suite à crypter les données avec une demande de rançon, effectivement. Alors, quelles ont été les actions? La première action, ben, c'est avec Olivier qui, bon, alors, vous ne le savez pas, mais il est basé en métropole. Eh bien, tout de suite, il m'a dit j'arrive en Guadeloupe. Donc, il a laissé sa famille un 28 décembre pour arriver un 29 décembre en Guadeloupe tout de suite pour nous accompagner, parce que l'accompagnement, et j'insisterai là-dessus, est très important. Et j'en remercie encore une fois Olivier. La deuxième chose, ben, c'est à la gendarmerie de Bémao. Je dois dire que quand on arrive à la gendarmerie de Bémao, ils n'ont pas forcément l'habitude. Mais bon, il fallait le faire et j'ai eu l'heureuse surprise d'avoir un coup de fil le lendemain des personnes qui sont aujourd'hui avec nous à l'UDE. Et je veux aussi là les remercier parce que la discussion, dans ces moments-là, vous vous sentez un peu seul et c'est très important d'avoir, parce que on n'imagine pas ça, on n'imagine pas que ça peut nous arriver. On n'imagine pas qu'en Guadeloupe, on intéresse le monde et les cybercriminels. On imagine qu'on est des petites entreprises, on essaye de faire les choses au mieux, etc. Mais je crois que ça, il faut vraiment oublier ça. Toutes les tailles d'entreprise sont concernées. Ça, c'est vraiment le message que je veux porter. Il faut vraiment que l'ensemble des entreprises, j'ai vraiment le sentiment, voilà, que on n'est pas une multinationale, sincèrement. On est une PME au niveau des Antilles. Et pourtant, on a subi des attaques et on n'a pas été les seuls. Il y a d'autres entreprises plus petites que nous et qui ont aussi subi ces attaques. Si je veux. Parce que là, il y a des gens en Guadeloupe qui connaissent ces sujets-là, qui peuvent vous apporter même certains conseils. La deuxième action, ça aussi, c'est il se trouve qu'il y a un peu plus d'un an, en 2019, nous avions signé une clause contrat d'assurance, une clause qui s'appelle cyberattaque. Donc voilà, sachez que ça existe, voyez avec vos assureurs. Dans notre cas, finalement, ça n'a pas coûté, vu ce que ça va nous permettre de faire face à certains frais, ça n'a pas été si cher que ça. Peut-être que les prix vont monter hein, à partir de maintenant. Mais voilà, ça assure quand même de savoir que on va avoir des frais, parce que forcément, vous avez des frais. Alors bon, je suis un peu impressionné par les montants qui ont été affichés tout à l'heure. Je pense que c'est pour des très grosses entreprises, mais enfin, il y a des frais qui sont conséquents. Et un contrat d'assurance, c'est déjà une bonne chose. Et je vous conseille, enfin, en tous les cas aux entreprises, d'avoir ce type de contrat.
eh ben, ça a été de discuter avec nos prestataires hein, et de comprendre, de prendre des mesures de sauvegarde, déjà de tout couper pour que cette attaque s'arrête. Hein. On a des spécialistes. Voilà, le niveau de l'attaque, hein, ne croyez pas. Là, c'était assez sophistiqué. On a décidé de faire appel à des spécialistes. Ça s'appelle précisément Wavestone. Vous pouvez regarder, c'est des gens, c'est une grosse entreprise, hein, c'est 3000 salariés au niveau mondial et tout, mais on avait besoin Bonsoir, Monsieur Viviès. On a dû perdre la connexion. On vous entend plus du tout. Est-ce que c'est possible de couper votre caméra peut-être pour améliorer le débit? Vous m'entendez là? Oui, on a eu un petit moment où on a été coupé. D'accord, donc je disais Je pense que vous pouvez reprendre la phrase précédente. là j'étais sur ce qu'on en retire, quoi, hein, quelles sont un peu les leçons qu'on et que ça c'est le message qu'il est important de faire passer pour vraiment qu'il y ait. Je me souviens qu'avec l'accident, bon, de deuxième chose, on a constaté que tout ça des systèmes d'information, du système d'antivirus, de tout ça, on découvre tout ça, hein, mais voilà, il faut être absolument en veille que les cybercriminels, bien sûr, il faut être toujours à jour de ces mais aussi il faut être en veille, quoi. Il faut développer, je ne sais pas comment. Alors nous, on se rapproche d'autres entreprises. On a, voilà, on commence à créer des groupes avec d'autres entreprises pour discuter, pour essayer d'échanger entre nous, d'autres entreprises qui ont, voilà, à peu près les mêmes problématiques, pour essayer de vraiment avoir les meilleures pratiques, les bonnes pratiques, les évolutions. Mais tout ça va très vite, donc prenez bien. Je vois beaucoup de gens de l'information on voit, voilà, il est important de prendre ces questions au sérieux, quoi, hein, de ne plus, alors bon, c'est pas le cas, je sais que c'est de moins en moins, mais de ne plus bricoler, quoi, sur l'informatique, parce que les conséquences peuvent être très graves. Dire, bien sûr, renforcer la sécurité, ça a été dit. Ça veut dire forcément des coûts supplémentaires. Hein, faut pas se voiler la face. Hein, faut être clair. Mais bon, aujourd'hui, c'est tellement vital pour une entreprise que ben faut bien prendre conscience de ça. Hein. C'est un coût, c'est une zone de coût, mais la sécurité, ça a un coût pour surveiller pour mettre. Il faut aussi payer pour plus de sécurité sur nos systèmes d'information. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Et puis développer, ça a été dit, challenger d'autres personnes. Il existe aussi des gens qui font des audits. Hein, nous,
a commencé, il avait fini sur la partie AS400, il allait faire l'audit sur la partie Windows avec le Covid, etc. Ça a été plus compliqué. Et puis bon, ben voilà, on n'a pas eu le temps de faire ça. Ça a été juste un certain temps. Mais voilà, ne pas hésiter à faire aussi des audits, à regarder très très sérieusement vos systèmes d'information. Nous, on s'en sort aussi beaucoup parce que j'ai une structure, parce que on est bien entouré. Ne négligez pas quand ça arrive. Ça arrive, c'est trop tard. Ça a été dit tout à l'heure, et c'est clairement le point, quoi. C'est-à-dire qu'il faut anticiper tout ça. Il faut sécuriser en amont. Il faut avoir des sauvegardes, des systèmes de sauvegarde, puisque nous, on avait des sauvegardes. Mais il faut avoir des systèmes de sauvegarde. Maintenant, il y a des sauvegardes dans le cloud. Enfin, il y a des choses qui existent. Mais il faut vérifier ces sauvegardes, parce qu'on a une sauvegarde là, et puis quand au moment où on la sort, il faut vraiment raisonner en plan de continuation d'activité. Si jamais il y a un problème informatique, il faut savoir combien de temps et comment on peut continuer son activité. C'est vraiment le témoignage. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Olivier, ajouter autre chose? Voilà. Je crois qu'il y avait un petit jeu de questions-réponses qui était prévu, donc je peux éventuellement m'y prêter si c'est toujours d'actualité, ou alors je peux faire un rapide complément un peu plus technique de ce qu'on a pu mettre en œuvre après, au sortir de cette crise, quoi. C'est comme Jean-Michel préfère. Olivier, moi j'avais une première question. Est-ce que vous avez pu déterminer le patient zéro? Est-ce que l'attaque est toujours en cours? Est-ce que vous l'avez vraiment éradiqué? Alors, le R0, c'est nous, c'est indéniable. On a eu la confirmation par Webstone, et puis surtout, on a été les premiers touchés. Et comme c'est une attaque d'une technicité et d'une ampleur qui ne laisse aucun doute, et qui est très caractérisée et très caractéristique, on n'a aucun doute sur le fait d'avoir été le R0, ce qui veut pas dire qu'on a été le point d'entrée des autres attaques. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ce qui ne veut pas dire qu'on a été le point d'entrée pour les autres attaques. Donc, peut-être par R0, vous entendez plus la manière dont… Le point d'entrée, voilà, le point d'entrée des pirates. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, on en a parlé tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une attaque virale, hein. Il s'agit bien d'une cyberattaque incarnée avec un pirate derrière, avec quelqu'un qui en fait usurpe l'identité. Il usurpe l'identité d'un collaborateur qui est identifié, qui est sur un ordinateur portable, derrière une ADSL probablement privée. Il détecte la présence d'un client VPN furtif, en l'occurrence. A priori, il n'usurpe pas le mot de passe qui est crypté, hein, du Forti, mais il va plutôt chercher chez ce collaborateur tous les mots de passe qu'il peut trouver, alors soit sur le poste, je ne crois pas parce que j'ai vérifié le poste, donc plutôt sur Gmail, sur Facebook, etc. C'est comme ça qu'il procède, il faut savoir que c'est très facile à craquer, c'est ce qu'on nous a confirmé. Et une fois qu'il a trouvé un mot de passe qui fonctionne, il se connecte avec des droits qui sont relativement modestes, et après, une fois qu'il est là, il se stocke et il escalade ses droits jusqu'à ce qu'il ait hérité des droits administrateurs. Une fois qu'il a les droits administrateurs, il revient et là, il prend son temps et il déroule un script très très bien ficelé qui consiste d'abord à prendre la main sur Vim, à supprimer toutes les sauvegardes, à regarder où est-ce que se trouvent les réplications, à péter les réplications. Ensuite, il balance un script sur tous les serveurs qui va installer un cryptolocker maison qui est très rapide, qui cryptologue de manière très rapide, ça lui permet d'aller plus vite. Et pour les serveurs sur lesquels il souhaite encrypter complètement, quand il a un doute sur l'utilité du serveur, il va encrypter avec un BitLocker, mais qui est beaucoup plus long. Il descend sur chaque serveur, il regarde ce qu'il y a dessus. Si le disque C est un disque système, il ne l'encrypte pas, il va encrypter uniquement les disques de données, les disques de base de données. Et si c'est un serveur qu'il estime connaître un serveur système stratégique, dans ce cas-là, il encrypte le serveur.
Donc voilà pour le résumé de comment ça s'est passé d'un point de vue un tout petit peu plus technique. En termes de reconstruction de votre système d'information, combien de temps ça vous a mis pour tout restaurer? En fait, à partir du moment où donc on a été épaulé par une entreprise, comme le disait Guillaume, qui s'appelle Westone, qui sont vraiment des professionnels de la cyberattaque et qui au travers de tous les logs possibles qu'ils retrouvent, arrivent à reconstruire en fait la méthode. Bon, déjà, le premier point de cette méthode, c'est elle n'a pas donné lieu à de l'extraction de données. Donc, les gens étaient vraiment là pour encrypter et nous laisser avec le minimum de données accessibles. L'attaque, alors, vous me demandiez combien de temps on a mis pour recouvrer les données. En fait, le problème de cette attaque, c'est qu'à partir du moment où on a eu un serveur qui a été compromis, on ne peut pas le réutiliser parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une backdoor ou que les pirates aient laissé potentiellement les moyens de revenir. Donc, on repart from scratch et on a aujourd'hui recouvré les données de type fichier, mais en revanche, on a tous nos serveurs administratifs, serveurs support, serveurs décisionnels à reconstruire from scratch et toute notre AD, donc toute notre gestion utilisateur à reconstruire également repartant de zéro, sachant que comme nous n'avions plus accès au serveur, donc on n'avait plus d'exchange, plus de messagerie, on en a profité pour migrer tout le monde sur un tenant de 365, ce qui a permis de remettre à chacun, dès le deuxième jour, une messagerie. On a également pu très rapidement redonner l'accès en local sur les postes à notre AS400, ce qui a fait qu'en fait, dès le lundi, les gens pouvaient facturer, la comptabilité pouvait saisir les factures et intervenir sur la compta, et les gens avaient, à minima, recevaient les mails qu'on leur envoyait, même s'ils n'avaient pas hérité de l'historique. Donc aujourd'hui, on est encore en phase de reconstruction, on estime qu'on est en sortie de crise, mais donc on va dire que le stress et l'incertitude ne sont plus réellement présents. En revanche, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la reconstruction from scratch de la totalité d'un système d'information avec une architecture qui est mixte à la fois du cloud parce qu'on a externalisé certains logiciels tels que la paye, à la fois du 365 parce qu'aujourd'hui on n'a pas le choix, il faut y aller. Donc on est sur des technos effectivement cloud, mais avec toute la philosophie 365, et à la fois on-premise parce qu'il faut malgré tout reconstruire une architecture on-premise avec une AD qui soit compatible avec tout ce qu'on a mis en place actuellement sur 365. Donc on a en fait une charge de travail colossale, mais qui quelque part était planifiée pour des travaux qui étaient censés durer de l'ordre de 1 à 18 mois, de 1 an à 18 mois. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question sur le chat. Oui, concernant le coût, hein, si vous réalisez, avoir une estimation de ce que cette attaque nous coûte. Alors, c'est difficile. On a des coûts directs, c'est-à-dire tous les intervenants, les bases de données, de reconstruire les serveurs, etc. Ça, je dirais, l'ensemble des coûts directs, c'est, je parlais en pourcentage de chiffre d'affaires, c'est à peu près, pour nous, un peu plus de 0,01 pour chiffre d'affaires. Mais, sachant que on a un chiffre d'affaires, il y a des coûts minimums quand même. Hein. Voilà. Maintenant, ce qui peut arriver pour certains. Donc, et là, ça aurait été quand même. Donc, voilà, ça a été. Mais je dirais que vous avez un coût direct qui est quand même des sommes. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas que ça peuvent être pris en charge par l'assurance. Il fait quand même que vous ayez un système qui soit géré dans les règles de l'art. Le coût même d'exploitation, le coût des équipes qui sont faites, le coût peut-être d'une apport pas pu passer au bon moment et tout ça, ça je ne peux pas le mesurer. En tout cas, on le ressent quand même à travers les équipes, on le ressent vraiment. Voilà. Donc je vous dirais, c'est un coût quand même qui est important, et encore, dans notre malheur, on n'a heureusement pas eu des arrêts d'exploitation. Oui, c'est-à-dire que dans notre malheur, on continue à gagner de l'argent quand on en dépensait.
Olivier, dans le budget qui était consacré à la SI, quelle était la part de ce budget consacré à la cybersécurité? Est-ce que vous aviez un pourcentage du budget IT consacré à la cybersécurité? Grosso modo, on était. Alors, il faut mettre effectivement, là, si on regarde assez largement, c'est-à-dire toutes les licences qu'on peut prendre, tous les matériels qu'on peut déployer, vraiment orientés sécurité, orientés protection, on était sur l'ordre de 10%. À la sortie de cette crise, on va effectivement revoir complètement notre politique de sécurité. Mais au-delà des licences, effectivement, et des niveaux de licence, on pourra en parler peut-être plus tard, mais au-delà de tout ça, ce qui change vraiment, c'est des choses relativement basiques, comme par exemple la double authentification, comme par exemple la gestion des mots de passe, comme par exemple la gestion des droits administrateurs et la répartition des rôles et des droits. Donc, les mesures qui sont le plus efficientes ne sont pas forcément les plus coûteuses. Même si aujourd'hui, et on peut en parler, même si aujourd'hui, enfin notre conviction au sortir de cette crise, c'est qu'on ne peut plus se permettre de laisser en place les outils avec les niveaux de licence qu'ils avaient dans le passé. Même si ce n'est pas l'objet de l'attaque précisément, là, puisqu'on sait qu'il y a eu usurpation d'identité et que la double authentification, ce qu'on appelle la MFA, aurait potentiellement pu éviter cette attaque. Très bien. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez nous poser? Oui, moi j'ai une question, Stéphane Colmez, je suis de l'aspect RGPD. Je veux savoir si vous aviez géré par rapport à cette agression l'aspect violation de données avec la CNIL, etc. Alors, comme je le disais, en fait, comme on a fait intervenir Westone, pour faire une déclaration CNIL, il aurait fallu qu'on ait des doutes sur la compromission des données d'un point de vue sortie-utilisation. Or, d'une part, l'exploitation et la compta, donc ça veut dire que tout notre fichier client n'a pas été touché. Et d'autre part, à ce jour, on a la quasi-certitude qu'aucun fichier n'a été sorti du système. Donc, à ce jour, on n'a pas pris l'initiative d'aller voir la CNIL. On sait aussi que potentiellement, une déclaration à la CNIL, ça peut devenir très vite très chronophage et très contraignant. Et on n'avait absolument pas le loisir. Notre objectif, c'était d'abord de remettre en place nos systèmes, sachant que, évidemment, on a la conviction, nous, qu'il n'y a pas eu de données qui soient sorties et qu'il n'y a pas d'exploitation des données qui ont été encryptées. A priori, sur les modèles d'attaque, les modèles d'encryption sont rarement des modèles de compromission de la donnée et d'exploitation de la donnée. Je vous remercie. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez ou pas? Très bien. Ouais, j'ai une question à destination de l'entreprise qui était victime, là, donc M. Liès et M. Cantarel. Est-ce que vous avez identifié, quelques jours avant l'attaque, une forme de publicité ou peut-être un bilan un peu positif de votre entreprise qui aurait pu inciter les pirates justement à cibler en Guadeloupe votre entreprise plutôt qu'une autre? Je peux répondre. En fait, les modalités d'attaque sont relativement connues, c'est-à-dire qu'en fait, les pirates. Pardon. On n'a pas l'impression qu'on ait été visé nommément, ça c'est clair. Je pense qu'ils ne savent pas qui nous sommes. Je pense qu'ils cherchent des failles, ils cherchent des portes, ils cherchent des mots de passe à compromettre, et après ils ont une vague idée de la quantité de données, mais enfin c'est l'impression qu'on a. Voilà. Donc, mais maintenant non, on n'a pas, sincèrement, et d'ailleurs nous n'avons pas été les seuls. On a été les premiers, mais nous n'avons pas été les seuls. D'accord. Pour moi, c'est bon. Je suis prêt à répondre aux questions sur là. S'il y a d'autres questions? Alors, ouais.
Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la cellule de crise. On vous invite à envoyer un mail donc à l'IDE en précisant cyber dans l'objet. L'idée pour nous, c'est de recenser en fait toutes les entreprises qui ont envie d'être assistées, qui ont besoin d'assistance, pour pouvoir les rediriger vers les bonnes personnes. On a la chance de pouvoir travailler avec la gendarmerie qui, avec son dispositif, va nous aider dans la sensibilisation, mais on va aussi pouvoir vous aiguiller sur la suite, une fois que vous êtes attaqué, et quels sont les moyens répressifs par rapport aux attaquants. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous construisez votre entreprise, vous prenez des locaux, vous mettez une alarme, des portes, des systèmes anti-feu. Maintenant, il faut penser aussi que la cyber fait partie des mesures que vous devez mettre en place pour protéger votre entreprise, pour protéger les données que vous utilisez au quotidien. Donc, pensez-y. Je pense que s'il y a un message à retenir, c'est cela. C'est que la cyber, c'est important et ça fait partie du patrimoine, de ce qui va permettre de protéger votre patrimoine matériel et immatériel. Tout à fait. Et j'ajouterais juste une chose, pour être tout à fait clair, sachez que dans le domaine de la cybercriminalité, c'est une criminalité qui est internationale, qui agit principalement hors du territoire national et qui nous, en fait, on a quand même relativement peu de taux d'élucidation. C'est extrêmement difficile pour nous de remonter les auteurs. C'est pour ça que nous, on va plutôt se focaliser sur la phase de prévention, accompagnement des entreprises pour justement éviter que la cyberattaque arrive. C'est encore le meilleur moyen de se protéger, soyez-en sûrs. Et si je peux rajouter aussi quelque chose, Viguet disait tout à l'heure qu'il commençait à se rapprocher d'autres entreprises pour pouvoir échanger de l'information. Le partage d'informations, c'est aussi quelque chose un élément clé. En face, on a des personnes qui sont organisées, qui retrouvent de l'information assez facilement pour pouvoir nous attaquer et puis améliorer aussi les méthodes, les pratiques, les méthodes d'attaque. Donc nous aussi, il faut qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse échanger de l'information entre experts et dirigeants et échanger aussi avec des associations qui sont spécialisées sur la cybersécurité, sur la protection des données personnelles. Donc encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, puis ça arrive à tout le monde et surtout, il faut en parler et c'est plus un sujet tabou. C'est vrai que ça a un coût, c'est incontournable aujourd'hui. Je le rappelle encore une dernière fois. Franchement, il faut vraiment se poser les bonnes questions sur ce sujet-là. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Bon, c'est bon, merci à vous pour l'organisation de ce webinaire, M. Pater. Merci beaucoup à tous pour votre présence, vos interventions et le temps que vous avez accordé. Merci, très bonne soirée.